Est-ce que tu penses que c'est une bonne règle générale de se dire que euh, plus le niveau devient haut et plus on a de temps et donc plus on peut se permettre de dissocier les choses? Euh, Attaqué par J'ai un frelon, j'ai un un frelon qui frelon qui vient m'attaque. t'attaquer, Ça, c'est le direct, ça. l'attaque en Les, direct. ouais, si je me fais piquer en direct, je vais me rigoler. Les, je t'ai coupé dans ta question. Sur une approche plus intégrée, je pense qu'il faut le faire. C'est très difficile. Nous, à Bayonne, on a une préparation qui est très proche de la préparation tactique. Hmm. Alors ça, c'est un grand mot qu'on utilise tous, mais en gros, nos exercices sont quasiment tout le temps lié à notre modèle de jeu. Donc, Mhm. c'est pas uniquement de faire de l'activité rugby, c'est lié à notre modèle de jeu. Donc, on va faire de l'intensité sur des sorties de camp avec l'organisation de notre modèle de jeu. On va faire de la densité avec des lancements de jeu répétés à partir de touches. Donc, pour la préparation tactique, c'est appliquer le maximum d'exercices issus d'un modèle de jeu. Mhm. Euh, Mettre une approche intégrée ou tactique, c'est difficile parce que ça demande, surtout pour les entraîneurs, c'est très difficile. Ça demande aux entraîneurs d'avoir une vision très claire du jeu qu'ils veulent produire, d'être capable de cibler les exercices qui peuvent s'intégrer dans un exercice intense ou dans un exercice dense, voire dans un exercice modéré. Parce que parfois, on fait un exercice modéré qui va être plus du learning, du replacement, plus un peu de la mise en place. Et parfois, on s'emporte un peu parce que le learning, en fait, ça devient un exercice de sortie de camp. Et qui dit sortie de camp dit coup de pied et sprint. Et donc, votre exercice modéré va se retrouver avec des distances de sprint. Et c'est pas évident pour les coachs de se brider, en fait. Donc, je pense que la première grande difficulté pour les entraîneurs, c'est d'avoir un puzzle très clair de leur modèle de jeu, d'avoir une connexion avec leur préparateur physique, qui vont leur permettre, hein, le prépa physique, en fait, il va juste tenter de placer les exercices au bon endroit. Et, euh, et souvent, le plus difficile, c'est que le jeu, en fait, il est au milieu. Si on met l'intensité sur cet axe et la densité sur cet axe, on va avoir donc notre jour 1 chez nous qui va être en bas ici parce que pas intense et pas dense. On va avoir un jour d'entraînement qui va être ici, un jour d'entraînement qui va être ici. Mais comme le jeu est au milieu, Mhm. parfois on a plein d'exercices où on a les joueurs qui vont prendre une forme de pacing, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un tempo et ils sont capables d'avoir le même tempo pour les journées longues séquences et les journées séquences plus courtes. Alors qu'on voudrait que pour les séquences plus courtes, il y ait un peu plus d'intensité. Et je pense que on va rader les données, on va peut-être pas être satisfait. C'est souvent c'est avec les consignes rugby qu'on inverse la tendance, en fait. Mhm. Notamment avec, il faut doubler l'adversaire, euh, il faut se relever, on met un critère d'une durée où il faut être sur ses pieds, il ne faut pas rester au sol. Donc ça met de l'activité. Ou parfois, on va demander aux joueurs de ne pas jouer les rucks. Donc, il y aura une personne qui plaque, une personne qui a le ballon. Mais si vous demandez aux gens de faire des rucks réalistes, vous allez avoir 5 personnes. Donc, si vous avez 5 personnes et que vous jouez, ça va amener un peu plus de courses parce qu'il y a plus d'espace à combler. Euh, donc, pour synthétiser un peu la réponse, une approche intégrée et tactique, je pense, est favorable à la performance, mais nécessite un travail en amont très conséquent, une confiance entre les personnes et l'acceptation que parfois, on n'est pas dans les clous. C'est pas grave, le but, c'est juste toujours chercher les raisons pourquoi, pour que la fois d'après, on ait encore de l'amélioration. Et parfois, ça passe par le même exercice qu'on va répéter 2, 3 fois. Et on n'y arrive qu'à la troisième fois. Mais ça peut faire partie des objectifs moyen terme et de ne pas toujours regarder le court terme lié à la journée, quoi. Ouais, ce qui ressort vraiment, c'est l'importance de communication entre le staff sportif, technique, tactique et le staff préparation physique. Mm. Est-ce que tu dirais que c'est un des fers de lance de la haute performance en rugby, c'est quand il y a une bonne communication entre ces différentes cellules ou c'est pas forcément nécessaire? Alors, entre toutes les cellules, euh, je pense que le médical, entraîneur, prépa physique, il faut qu'il y ait une fluidité, une communication entre toutes les cellules. Ce qui est sûr, c'est qu'on on peut pas tous s'apprécier à bloc parce qu'il y a beaucoup de personnalités et le monde pro amène les égos qui vont avec, amène des avis tranchés, pas mal de pression qui arrive avec les résultats, avec les événements qui font que les comportements des personnes deviennent un peu plus, les relations peuvent être un peu plus tendues.
Mais je vais pas te dire, c'est avec les prépas, les entraîneurs qu'on va être performants. Non, il faut qu'il y ait tout le monde parce que parfois même, c'est des petites décisions parce que c'est bien entendu pas le staff médical qui va écrire la séance, mais des décisions du staff médical pour des joueurs qui sont un peu entre blessés et aptes, Mm, qui vont permettre de pouvoir réaliser une séance d'entraînement, c'est-à-dire par exemple un joueur qui est blessé au niveau des jambes, qui va être autorisé à lancer en touche, ce qui va être nécessaire pour s'entraîner, euh, ou des soins qui vont être prodigués par une équipe médicale, en plus des horaires classiques, donc sur des horaires un peu élargis, et qui vont nous permettre d'intégrer le joueur le jour qui suit. mm, Par exemple, une journée off où le médical va prendre en charge un joueur. Donc moi, je te dirais, c'est une relation de tous les différents pôles. Et je mm, vais même intégrer l'administratif d'un club. Tu vois. C'est que mhm, nous, tu vois, il y a les personnes qui sont plutôt sur le terrain, donc les entraîneurs, les prépas physiques, il y a les mécaniciens, là, c'est le médical qui est collé, mais aussi on est très fortement lié à notre administratif mm, qui va organiser quand c'est qu'on fait les opérations commerciales, qui va nous octroyer budget pour avoir du matériel, qui va nous autoriser à faire un projet de recherche comme on a démarré ici chez nous. Et, euh, et du coup, mais c'est pas une bonne réponse, mais il faut que toutes les strates soient connectées mm, et pas forcément être les meilleurs amis du monde, mais souvent, toujours moi en tête, j'ai que le joueur est au milieu du projet mhm. et que c'est lui qui doit bénéficier de un peu toutes les actions que l'on effectue. Et si on garde ça en leitmotiv, je pense que ça peut nous aider. Pour conclure sur cette idée de prépa physique intégrée et dissociée, quand on parle de prépa physique intégrée, est-ce que tu peux nous donner, sans donner ensuite comment on va nécessairement articuler toutes ces variables, mais pour toi, comme ça, si je te dis quelles sont les variables que tu peux manipuler en termes d'exercices intégrés afin d'arriver à tes objectifs en termes d'intensité, de densité, etc. Mais on regarde bien. Déjà, le dissocier, on va dire c'est intervalle, des courses intervalles ou autre. L'intégrer, pour moi, ça serait avec du jeu rugby intérieur, on joue Mhm. au rugby. Et le tactique, ça serait je vais jouer au rugby, par contre, je vais appliquer les conditions que j'ai en jeu. C'est-à-dire, si je vais jouer au rugby, mais je vais demander à mes joueurs d'être tant de joueurs dans les 15 mètres quand on va sortir du camp, Mhm. tant de temps de jeu dans notre camp avant de repousser le ballon. C'est la différence entre un tactique et un intégré. Après, si on prend un exercice intégré ou tactique, les variables que l'on peut employer, c'est assez simple, c'est le nombre de joueurs, la durée des séquences, la durée des séquences de repos, l'intensité dans les séquences qui peuvent être amenées par des consignes rugby, l'intensité dans les séquences de repos. On peut très bien demander aux joueurs d'avoir des repos passifs. En fait, on va retrouver un peu tous les critères qu'on va retrouver dans les exercices à intervalles. Mhm. Euh, la seule différence, c'est les consignes liées à l'activité qui vont rentrer en jeu. Les consignes liées au contact. Le contact en lui-même est une dépense énergétique qui est trop Mhm. peu étudiée aujourd'hui parce qu'on a des outils qui arrivent et puis c'est très difficile quand même parce qu'on a un sport très chaotique. Mhm. Mais, euh, mais le même exercice sans contact et le même exercice avec contact, vous allez retrouver des réponses à l'exercice totalement différentes. Euh, donc je dirais les mêmes paramètres que vous avez à l'exercice classique, plus des paramètres rugby spécifiques liés pour le rugby de contact. Et je pense qu'on peut reprendre un peu. Si je te donne un exemple, je vais t'en donner un. Tu vois, on l'a pas préparé ça, donc je vais le faire rapidement. Imaginons qu'on prend un espace de jeu de 40 mètres de large sur 60 mètres de long. C'est pas un terrain complet. Mhm. J'ai trois équipes qui jouent. J'ai équipe A contre équipe B qui sont dans la zone de travail. Le jeu, ça va être répéter des séquences défensives. Donc une équipe garde le ballon et l'autre, elle doit appliquer un système défensif. Si je veux avoir un exo modéré, peut-être que je vais réduire un peu l'espace. Donc pas possibilité de faire du sprint, pas la possibilité d'accélérer s'il y a du ballon à l'intérieur, et mettre des contacts très modérés. Donc, je vais avoir un espace plus réduit avec aucune consigne d'entraîneur qui vont viser l'intensité. Si je veux mettre de l'intensité, je vais réagrandir mon espace. Et quand les joueurs, soit sur le terrain ou soit l'équipe qui est en dehors du terrain, je vais lui demander de faire un sprint de 10 mètres et de revenir en marchant. Donc là, je vais augmenter l'intensité liée à mon exercice avec soit les consignes du jeu, soit l'équipe qui est en dehors.
Et si je veux augmenter la densité, c'est assez simple. L'équipe qui sort du terrain, je vais lui faire effectuer 50 à 60 mètres de course pendant le repos. Ce qui fait que si je fais un passage par minute, je vais augmenter de 50 mètres minute mon exercice. Et Mm. là, je vais me retrouver avec 120, 130 mètres minutes. Et donc, je vais me retrouver avec un exercice qui va être à la fois rugby et à la fois qui va conditionner mes joueurs. Donc, voilà comment le même exercice, un peu, je peux le modifier pour l'adapter sur les 3 jours. T'as parlé des consignes de jeu. Ça, c'est quelque chose Mhm. qui m'a rappelé un petit souvenir. C'était que, en tout cas au niveau où je travaillais, c'était assez compliqué de faire une opposition raisonnée. C'est-à-dire qu'en général, on disait, OK, opposition raisonnée pour finir l'entraînement, ça a été une grosse séance, et on va faire quelque chose de qualitatif pour terminer. Mais il suffisait qu'il y en ait un qui rentre un petit peu fort ou celui d'en face qui plaque un petit peu fort. Et après, c'était parti et c'était très dur de ramener les joueurs là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi parfois à haut niveau ou est-ce que tu penses que ça fait partie justement de l'évolution des joueurs et que plus ils tendent vers le haut niveau et plus ils ont peut-être même conscience de cette importance de régulation d'efforts ou qu'ils écoutent mieux les consignes? Comment tu vois cette chose-là? Je pense qu'à haut niveau, ces dernières années, ça s'est amélioré, ce genre de choses. Pas complètement, parce que quand même, le rugby, c'est un sport de défi, de duel. Mhm. Mhm. Euh, je pense que les joueurs, et c'est logique entre eux, ils veulent un peu se montrer des choses, voire montrer aux entraîneurs. Je pense à régulé le top 14 parce que l'intensité des matchs fait que tu ne peux plus faire des oppositions comme tu faisais dans le passé. Mhm. Euh, une saison de top 14 aujourd'hui, c'est très très sollicitant pour les corps. Et donc, je pense que ça, déjà, ça nivelle à lui tout seul, on va dire, des contacts un peu trop élevés euh, durant la saison, dans les séances d'entraînement. C'est des choses qui peuvent arriver. Dans l'ensemble, je trouve que c'est très bien géré, honnêtement, par les joueurs. Euh, c'est souvent un motif qui fait râler un peu les joueurs. C'est-à-dire que, ben, je peux le comprendre, c'est que il faut placer les curseurs là sur le niveau de contact auquel on attend les joueurs. Et c'est sûr que parfois, on fait des lancements de jeu avec de la vitesse. Mhm. Et c'est très, très difficile de ne pas impacter. Ou peut-être que c'est voulu d'impacter. Donc, ça peut amener un petit peu des petits débats entre joueurs, voire avec le staff. Mais honnêtement, dans l'ensemble, c'est très, très bien géré. Très, très bien. Beaucoup mieux il y a 10 15 ans où il y avait la moitié des joueurs qui ne pouvaient pas faire autrement que le faire à 100%. Mhm. Mhm. Surtout si tu as des joueurs qui jouent moins, face à Ouais. des joueurs qui jouent beaucoup, tu as l'idée de montrer un petit peu, moi aussi, je peux jouer, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment fascinant toutes ces dynamiques de groupe aussi, hein, parce qu'il y a, bah, on parle de l'aspect sportif, on parle de l'aspect technico-tactique, l'aspect physique, mais il y a tout cet aspect culturel au niveau du club, au niveau des joueurs, au niveau du staff, et ça joue beaucoup quand même dans la réussite d'un projet global. Ouais, je pense que ça fait partie de l'intégration de tous les acteurs d'un projet vers un objectif de performance. J'oublie un truc pour les contacts quand même. On a des outils qui se développent euh, que tu as reçus, que j'ai eu ce matin au téléphone. Il y a John Howard à Aix-en-Provence et d'autres personnes qui travaillent sur des outils, notamment les dentiers connectés pour les contacts. Hmm. Et je pense que si on arrive à avoir une technologie un peu plus stable et des résultats un peu plus précis, je pense qu'on va agir comme on l'a fait avec les GPS. C'est-à-dire que les GPS, au début, on les a branchés. OK? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à ajuster nos journées. Donc, une journée peu intense, on se rendait compte que mince, certains exercices, allaient trop vite. Une journée numéro 2 où on voulait un peu conditionner les joueurs, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne conditionnait pas assez. Il n'y avait pas assez de rythme. Et une journée 3, on s'est rendu compte qu'on refaisait un peu la journée 2. Donc, c'était un peu nécessaire de changer un peu nos formules, nos paramètres d'exercice pour Hmm. se permettre d'avoir plus d'intensité, plus proche du match. Et je pense qu'avec les dentiers, vous allez avoir une meilleure connaissance de la charge externe, notamment les contacts, et qu'on va peut-être modérer un peu plus certains exos en jour 1 et niveler les jours 2, jour 3. Et à l'intérieur de cette semaine, peut-être que certains joueurs vont se voir proposer des top-up, des exercices supplémentaires de contact. Et à l'inverse, certains joueurs qui jouent beaucoup vont se voir un peu interdire, vont être sortis de certains exercices avec contact pour tenter d'avoir pour équilibrer un petit peu la charge de contact.